Alors, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec un très bon ami, Jean Rivet. Jean, on se connaît depuis longtemps et tu es vraiment un précurseur dans tout ce qui est événementiel au Québec. On peut dire ça comme ça. Tu as eu ta propre station de radio. Tu as développé depuis 30 ans les événements au Québec, des événements en croissance personnelle, en psychologie, etc. Et tu as fait venir également, on peut le dire vraiment, les figures les plus connues dans la croissance personnelle, comme Don Miguel Ruiz, comme Dan Millman, et beaucoup également dans le monde francophone. Et à date, je pense que tu as développé 4000 événements en salle. Tu portes vraiment la lanterne de la croissance personnelle, donc tu connais un petit peu tout le monde dans ce milieu-là. Et je suis vraiment honorée de pouvoir te faire cette entrevue avec toi aujourd'hui. Et donc, on va commencer tout de suite d'entrée de jeu. La première question que j'aimerais te poser, que je brûle de te poser, c'est quoi le secret, d'après toi, du succès dans une entreprise comme la tienne ou d'autres? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil de secret du succès pour toi? Pour moi, le secret du succès, Marie-France, c'est le brin de folie. C'est comment un individu peut penser différemment de la majorité, puis en pensant différemment, innover. Fait que souvent, les gens qui réussissent, qui vont innover vraiment, ils ont ce petit brin de folie-là. Ça me fait penser tout de suite, par exemple, à Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui était, il a dit lui-même, qui est Asperger. Donc, il a une vision de la vie et de la réalité qui est vraiment la sienne. Euh, puis ça lui permet de focuser sur des trucs que les autres ne verront pas, puis de développer des détails que le commun des mortels ne pourrait pas imaginer. Donc, il se crée un espace mental qui déborde les cadres connus. On appelle ça penser à l'extérieur de la boîte. Mhm. Donc, le brin de folie pour toi, ça a été quoi exactement? Si tu peux développer. OK, c'est vrai que je dois avoir ça aussi un petit peu. Moi, j'ai toujours été un enfant un peu bizarre. Moi, très jeune, je me suis intéressé à tout ce qui regardait le paranormal, puis la dimension invisible. Probablement parce que jeune, j'avais vécu des expériences, puis ça me fascinait. Fait que le goût de la spiritualité, de l'invisible, de la psychologie, j'ai toujours eu ça en moi. Fait que ça m'a amené d'abord à étudier dans le domaine. Fait que j'ai fait un bac en radiologie à l'UQAM. Après ça, j'ai fait une maîtrise en enseignement. Fait que je suis devenu, début vingtaine, j'enseignais au secondaire. Fait que j'ai enseigné pendant pas loin de 20 ans. Fait que j'ai enseigné même au primaire, au secondaire. J'ai été moniteur de langue seconde au cégep John Abbott, à côté de chez moi, à Saint-Anne-des-Bellevue, pendant 2 sessions. Puis finalement, j'ai été aussi auxiliaire d'enseignement à l'UQAM quand je faisais ma maîtrise. J'aidais les personnes âgées qui étaient à l'université du troisième âge en gérontagogie, c'est-à-dire c'est l'étude du vieillissement, mais dans ses aspects les plus positifs. Alors, j'aidais les personnes âgées à faire des travaux. Fait que j'ai toujours, c'est comme si, en quelque sorte, j'avais touché tous les âges de la vie. Et puis, à un moment donné, au début des années 2000, je me suis dit, ben, c'est le fun de l'enseignement, mais je plafonne. Tu sais, j'avais le sentiment vraiment de plafonner, d'être plus un fonctionnaire de l'État qui faisait du temps pour aller chercher sa paye à la fin de la semaine. Fait que tranquillement, j'ai commencé à développer plus des événements en salle. Puis c'est là qu'on s'est connus. Marie-France, toi, à l'époque, tu faisais du feng shui. Et Parfait. puis, on a fait des conférences ensemble au Centre Saint-Pierre. Puis, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'événements au Centre Saint-Pierre à la fin des années 90, début des années 2000. Puis j'avais toujours une petite brochure que j'imprimais, puis à l'endos, j'avais le Centre Saint-Pierre, mais c'était rendu que les gens m'appelaient parce qu'ils pensaient que c'était moi le Centre Saint-Pierre, ils voulaient louer une salle. Mais j'en faisais vraiment beaucoup. Là. Je te dirais, c'était à peu près 300 événements par année, facilement. Je bouquais comme 3-4 conférences par semaine. C'était devenu une obsession. J'étais un tempérament un petit peu obsessionnel, compulsif. C'est ça mon Ouais. vrai. Et le secret de ton succès, donc, moi, ce que je perçois dans cette obsession, mais derrière ça, il y a la passion, en fait. C'est ce que tu nous as dit sans nous dire vraiment.
Ouais, ben moi, j'aime le fait de rassembler des gens. Voilà. Et ça ma paye. Si je vais voir un spectacle, j'aime ça dépend du spectacle, là, mais j'aime ça m'asseoir à l'arrière de la salle parce que Mhm. pour moi, le spectacle, c'est pas juste ce qui se passe sur la scène, c'est les gens qui écoutent. C'est ça qui me nourrit. Fait que Magnifique. c'est ça qui me rend heureux. Un peu comme quelqu'un qui ferait de la cuisine puis qui est content quand les gens apprécient des repas puis il y a une bonne ambiance dans le restaurant, etc. Exactement. Et de quoi on pourrait dire que tu es le plus fier d'avoir accompli, Jean? Le plus fier, ce serait, au point de vue professionnel, je dirais, c'est le fait d'avoir fait découvrir des auteurs à des gens là, qui cheminaient là, dans le développement personnel. Donc, j'ai amené beaucoup de gens euh, en salle là, qui commençaient à se faire connaître, qui aujourd'hui sont devenus des vedettes, là, je pourrais en nommer plein. Là. Par exemple, il y en a un que je regardais hier, Franck Lobvet. Je ne sais pas si vous connaissez Franck Oui, Lobvet. Ben, on est bien, ouais. à l'époque, c'est moi qui l'avais fait connaître au Québec. Certains auteurs aussi aux éditions de l'Homme, Daniel Dufour, je ne sais pas, Arnaud Rioux, ben, il y en a plein comme ça. Je ne veux pas commencer à faire du name dropping, là. Mais oui, j'ai eu ce plaisir-là. Puis ce qui est le fun, c'est que j'avais les deux côtés. Il y avait le côté professionnel, mais en même temps, je pouvais côtoyer ces gens-là puis échanger avec eux. Le côté humain, en fait. Oui, c'est ça. Fait que j'avais comme une thérapie accélérée avec plein de gens dans le domaine. Mm. Magnifique. Donc, en fait, tu te nourrissais également en même temps de toutes ces connaissances, en même temps que de déployer ces connaissances autour de toi et de les donner aux autres. Oui, c'est ça. Et C'est tu continues à l'avantage. le faire d'ailleurs, parce qu'on parle au passé, mais tu continues à le faire. De toute évidence, tu es Oui, toujours parce que dedans. ça se joue beaucoup. En fait, moi, je pense que les gens qui allent écouter des conférenciers, en fait, ils n'achètent pas le contenu du conférencier, ils achètent la relation avec le conférencier. Ça se passe même pour moi au niveau du non-verbal. Les gens, ce qui les nourrit, c'est la présence du conférencier. Euh, Mettons, si on demanderait ça à Eckhart Tolle, il dirait probablement oui, je suis assez d'accord avec ça parce que ce n'est pas tellement les mots, c'est ce que la personne dégage. Puis, dans le fond, c'est ce relationnel-là qui va nous nourrir le plus. Exact. Comme moi, j'ai des livres de Paulo Coelho. Je ne lis pas Paulo Coelho, mais j'ai le livre à côté du lit. Puis quand je vois le livre de Paulo Coelho, ben, ça me parle, tu sais, puis ça nourrit en moi là, des graines de sagesse, là, puis etc. Fait que ça ne se passe pas au niveau de la tête, c'est plus au niveau euh, intérieur. Énergétique, hein? Ouais. Ouais. Magnifique. Waouh. Quelle richesse. Et pour finir, Jean, mon autre question, ça serait quel conseil tu aurais à donner à des entrepreneurs qui commencent en affaires, mettons, ou même qui sont en affaires? Ce serait quoi des trucs concrets que tu pourrais transmettre? Ben, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Okay? Si c'est clair, ben, ça va se placer comme pratiquement toute seule. Moi, je crois beaucoup à la force de la simplicité. Hmm. Donc, d'avoir une idée claire de ce qu'on veut entreprendre, d'être bien entouré. Mhm. Quoi d'autre? Moi, je pense que ce n'est pas tellement ce qu'on a, mais c'est plutôt qui on connaît qui fait la différence parce que si on est trop individualiste, on risque à un moment donné de s'isoler puis de ne pas avoir l'avantage de la synergie là, de création. C'est important de s'inclure dans une collectivité, tu sais, d'avoir des gens qui pensent un peu comme nous, puis de brasser nos idées avec eux. Magnifique, oui, parce que l'union fait la force et ils disent tu es la somme des 5 personnes que tu connais. Hein, si, Probablement. dans la prospérité, donc dans les écrits de Frédéric Lehmann, que je suis de façon religieuse, et même T. Harv Eker en parlait, il disait, tu prends la somme des 5 personnes que tu connais, Mhm, mhm. divise le revenu qu'ils gagnent, et tu vas tomber exactement sur le montant de tes revenus. Alors là, on parle de revenus concrets, mais en réalité, c'est énergétique, parce qu'on sait que l'argent est une énergie, est un flot. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est influencé par son environnement, de toute évidence. Mhm. Tout à fait. Mais en fait, moi, je dirais même que l'environnement, c'est toujours l'environnement intérieur parce que dans mon livre à moi,
qui n'est pas encore publié, parce que je suis éditeur également. C'est ce que j'ai oublié de mentionner aussi. Oh, oui, je fais des livres. Ça, c'est mon dernier livre que j'ai publié. J'en ai fait d'autres. C'est des livres que je publie, que j'envoie en librairie. J'ai cet avantage-là, donc, d'être distribué en librairie par Socadis, Flammarion Québec, tout ça. Fait que, donc, dans mon livre à moi, il n'y a pas d'extérieur. On est toujours dans le monde intérieur. Parce que, puis, comment on voit le monde, ben, c'est ce qu'on manifeste. Donc, de penser qu'il y a un intérieur et un extérieur, sans vouloir trop faire de philosophie, je trouve que ça nous ralentit, ça crée de la division. Fait que, ouais. Donc, si je mets de l'ordre dans mes pensées, ben, le monde va s'ajuster. Parce que le monde est en moi. Je ne suis pas dans le monde, c'est le monde qui est en moi. L'univers est en nous, hein, et non à l'extérieur de nous. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal de l'ordre de la perception. Tu sais, en physique quantique, on parle beaucoup de ça, qu'on n'est pas séparés. Ouais. Comment un entrepreneur peut ramener ça à son day-to-day, ce que tu viens de dire par rapport à le monde est en nous? Quel conseil tu pourrais donner par rapport à ça à un entrepreneur? On sait que c'est le défi des entrepreneurs, c'est justement le temps, parce qu'il y a tellement de chapeaux à mettre quand on est entrepreneur, dans la finance, dans le marketing, dans la vente, etc., que justement, des fois, on manque de temps. Et de bien s'entourer, c'est bien, mais quand quelqu'un manque de temps, comment est-ce que toi, tu résoudrais cette énigme de tous ces défis qu'un entrepreneur peut vivre dans son quotidien? Ben moi, je trouve que le temps, prendre le temps, c'est d'abord une bonne question. C'est quelque chose de subjectif. Donc, quand on peut avoir bien du temps, puis que ça aille très, très vite dans notre tête. Fait que, et là, ben, les idées passent, puis on ne peut pas les attraper. Donc, comment ralentir le temps? Ben, probablement en revenant plus dans la dimension corporelle, en étant plus dans la nature, en prenant plus de vacances, je ne sais pas, mais en étant mieux entouré. Quand on est avec des gens qu'on apprécie, ben, on est moins pressé. Puis le défaut souvent dans les affaires, c'est qu'on est toujours après courir après quelque chose. Il y a toujours comme une lumière rouge allumée. Puis là, il faut répondre à 25 courriels. Ensuite, il faut sauter dans la voiture. Ça peut être bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime ce côté-là, adrénaline. D'ailleurs, je peux me taper des fois jusqu'à 10 cafés expresso par jour. J'aime le buzz de l'adrénaline. Je carbure à ça. Mais en même temps, on ne peut pas toujours faire ça. Fait que c'est bon de relâcher. Puis souvent, quand on relâche, c'est là que les idées remontent et apparaissent plus clairement, plus objectivement. Les Donc, bonnes idées viennent quand on ne fait rien, souvent. effectivement, donc savoir s'arrêter, ce que tu dis, c'est rentrer dans le jeu de l'adrénaline. À un moment donné, c'est prendre la perspective qu'on appelle la position de témoin, un petit peu. Puis cette position de témoin, c'est de se dire, oups, une seconde là, time out, comme on dit. Je vais prendre des vacances, je vais prendre une retraite pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir rentrer dans ma créativité, pour pouvoir créer mes projets, les entrepreneurs à succès, c'est probablement les gens qui ont des petites idées très, très simples, mais qui réussissent à les voir très, très clairement et à les exécuter. OK. Des fois, c'est un petit détail de rien, mais un petit détail de rien bien fait peut faire toute la différence puis peut battre toute la compétition. Exactement, exactement, Jean. Donc, donne-nous un exemple, et je vais finir avec ça, concret de petits détails que dans ta vie, tu as réalisé quelque chose que justement en prenant du temps pour toi, qu'est-ce que tu as pu créer de ce temps-là que tu as pu Dans mon domaine, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, pas tellement loin de chez moi, à Dorval, il y avait le producteur Donald K. Donald. Et lui, il faisait venir toutes les plus grandes têtes d'affiche de la musique populaire et du rock des années 80, 90, 2000. Probablement qu'il y a des gens qui connaissent Donald K. Donald. C'est lui qui faisait venir les Bee Gees, qui faisait venir Emerson, Lake and Palmer, Sting, The Police, tout ça. Puis lui, tous ces artistes-là, ils venaient facilement au Québec parce qu'ils entretenaient des relations avec eux, puis ils prenaient du temps avec eux. Fait que je pense que en gros, je dirais, la petite différence, c'est le relationnel qu'on développe avec les gens. Fait que si tu développes du relationnel de qualité, bien ça n'a pas de prix. C'est ça vraiment qui va te porter, qui est ton gage de succès. Fait que, à nouveau, ce n'est pas tellement ce qu'on a, mais c'est plutôt qui on connaît.
C'est pas D'accord. pour être opportuniste, c'est vraiment parce qu'on est dans une famille humaine, puis c'est la synergie qui fait qu'à un moment donné, on va voler avec les aigles plutôt que de voler avec les poules. C'est ça, les oiseaux du même plumage volent ensemble. Hein, et je vais finir avec ça parce que ça me fait penser à ce que T. Harv Eker il disait. Il disait toujours, si tu veux t'élever dans la vie, ben, vole avec les aigles plutôt que de voler avec les dindons. Mhm. Ouais. Donc, on ne parle pas d'être condescendant et de ne pas pouvoir vouloir fréquenter les dindons, mais à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. C'est quoi les choix qu'on fait Ouais. concrètement D'autant plus que les dindons finissent souvent dans l'assiette aussi. et pas les aigles. Ils volent trop haut. Merci beaucoup, Jean. C'était Un plaisir. extraordinaire. Merci beaucoup. Excellent. Bye bye. Bye.